Quand les premiers froids arrivent, une peur obsède toutes les mamans. Que leur chère petite tête blonde prenne froid et tombe malade. Ce syndrome, elles l'attrapent dès l'accouchement et leur séjour à la maternité est l'occasion de se rassurer. On l'enveloppe vite et on la réchauffe. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Audrey et sa petite fille Marilou. Elle rentre à la maison. Les conseils avisés de l'équipe médicale sont tous les bienvenus. Marilou, si elle est toute nue dans une pièce à 23 degrés, c'est comme si nous on était toute nue dans une pièce à 1 degré. Donc évidemment pour elle c'est difficile de maintenir sa température. Ce chiffre peut paraître impressionnant, mais pour un nouveau-né, maintenir sa chaleur corporelle n'est pas une mince affaire. Sa peau est très fine et ne joue pas encore son rôle de protection thermique. Quant à sa surface corporelle, elle est très importante par rapport à son poids, ce qui multiplie les risques de déperdition thermique. Alors pour avoir un petit repère, en fait vous allez regarder votre bébé, voir si elle est bien rose. Vous allez mettre la main dans son cou, voir si elle a chaud. À l'inverse, si elle transpire, c'est qu'elle a trop chaud. Et elle ne sait pas non plus très bien lutter contre la température qui monte. Donc vous la touchez, elle est bien rose, elle a le cou chaud, elle ne transpire pas, c'est qu'elle est à l'aise. Mais que se passe-t-il concrètement si bébé a froid ? Quand ils ont froid, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se vasoconstricter. Donc le sang va moins diffusé et surtout vers les extrémités. Donc c'est les petites mains et les petits pieds qui vont se refroidir. La tête évidemment. Alors, à chaque sortie, bonnet obligatoire pour bébé. Rappelez-vous que la tête représente 20% de la surface corporelle d'un nourrisson, une zone d'échange thermique énorme si elle est découverte. Et plus bébé grandit, plus ce pourcentage diminue pour atteindre 5% chez l'adulte. Ça y est, combinaison intégrale, bonnet, gants, Marilou est parée pour découvrir le monde extérieur. Mais pour les plus grands, quelle est la bonne méthode ? Pour le savoir, notre caméra s'est invitée chez Yannick, Entrez. maman d'une petite Luna de 5 ans, et chez Laurence, sa voisine, la maman de Pierre-Olivier, 6 ans. Et vous allez voir, elles n'ont pas du tout le même avis sur la question. Ben moi, je l'habille pas trop quand elle sort. Je préfère qu'elle s'adapte à la température extérieure. Et puis dans la maison, j'ai pas trop envie. Enfin, en général, je chauffe pas beaucoup. Ouais, je l'habille assez chaudement. J'ai déjà sorti le blouson là, mais il est pas épais, donc moi j'ai toujours peur qu'il ait froid en fait. À la maison, c'est pareil. En effet, notre thermomètre affiche plus de 23 degrés dans la chambre de Pierre-Olivier, alors que dans celle de Luna, la température avoisine les 20 degrés. Qui a tort, qui a raison? Marie-Ève Rowe, un médecin généraliste, nous en parle. 23 degrés et demi, c'est beaucoup trop. La température recommandée pour les enfants, c'est entre 18 et 20 degrés. C'est bien également qu'il y ait une circulation d'air dans la chambre, d'ouvrir la fenêtre pour laisser régulièrement pour laisser passer l'air. Hop. La couette, c'est bien. Ça permet à l'enfant de se couvrir, de se découvrir en fonction de sa température corporelle, de la chaleur qu'il fait pendant la nuit. Avec 20 degrés, c'est donc la chambre de la petite Luna qui se rapproche le plus des températures conseillées. Et quand il s'agit de sortir, Yannick a tendance à habiller sa fille comme ça. Alors que Laurence, si elle s'écoutait, transformerait bien Pierre-Olivier en cosmonaute. Nous retrouvons la joyeuse bande au parc. Au programme, escalade, toboggan et bataille de chevaliers pour les enfants. Très vite, Pierre-Olivier a trop chaud. Maman, Oui. tu peux enlever mon manteau? Non, chérie, il fait trop froid là. Tu l'enlèveras tout à l'heure. Si votre enfant veut enlever son manteau, c'est parce qu'il a une forte activité musculaire, il court beaucoup, il produit de la chaleur, il transpire. Il faut lui laisser enlever son manteau pour éliminer la transpiration, pour pas après il ait froid lié à l'humidité. Alors que vous êtes assise, donc vous n'avez pas d'activité musculaire, donc vous avez plus froid. Donc il ne faut pas du tout vous fier à votre impression, mais vous fier plutôt à l'activité de votre enfant. Ok, le message est passé. Et pour nous, Laurence relève un défi. Se mettre dans la peau de son fils. Attention, action. Ça va, pas trop chaud? Alors? C'est chaud. C'est vraiment très chaud. Donc les enfants, on les découvre. Mais attention, dès qu'ils s'arrêtent de bouger, on les couvre à nouveau. Sinon, c'est le rhume garanti. Dernier point, docteur, la fameuse cagoule. Est-ce vraiment indispensable? S'il fait 4 degrés et qu'il pleut et qu'il y a beaucoup de vent, c'est comme s'il faisait au moins -20 avec une température sèche. Donc il est important de mettre une cagoule plutôt qu'un bonnet qui protégera la totalité de la tête et du cou. La cagoule est donc toujours d'actualité quand le froid devient rigoureux. La chaleur de l'enfant est mieux conservée. Idem pour les pieds et les mains. Chaussures imperméables et gants sont recommandés, sinon gare aux engelures. Enfin, pour le haut, choisissez de la laine, du coton ou des vêtements respirants. Et surtout, écoutez votre enfant.
Il reste votre meilleur baromètre. J'ai voulu en avoir le cœur net, reportage d'Anaëlle Solé. Miel, thym, citron, les bons vieux remèdes de nos grands-mères pour lutter contre les maladies sont-ils vraiment efficaces? Comment agissent-ils sur notre organisme? Pour le savoir, Mac Lesguy a profité d'un mal de gorge pour partir à la découverte des huiles essentielles. Vous allez découvrir que ces simples extraits de plantes n'ont pas grand-chose à envier aux antibiotiques. Fièvre, mal de gorge, dès les premiers symptômes d'une maladie, 2 Français sur 10 préfèrent d'abord se soigner avec des remèdes traditionnels avant de recourir à un médicament. Est-ce un bon réflexe? Réponse de Luc Pandreau, ORL. En attendant de voir un médecin, il est utile d'avoir des remèdes de grand-mère qui vont éviter l'accumulation des glaires et éviter effectivement que des enfants fassent des otites ou fassent des bronchites. Si vous nettoyez bien le nez au bon moment, vous allez éviter que l'inflammation ne devienne une infection. Lorsqu'on attrape un rhume, les sinus sont irrités. Or, ils communiquent avec la gorge. Pour éviter que celle-ci ne s'enflamme à son tour, c'est donc le nez qu'il faut soigner en priorité. Comme le nez est le premier filtre en contact avec l'air environnant qui est pollué, il faut souvent décongestionner le nez et ça peut se faire par des moyens naturels comme des lavages au chlorure de sodium, c'est-à-dire de l'eau salée comme l'eau de mer quand on est au bord de la mer. Le sel absorbe l'eau contenue dans les tissus et va donc les resserrer. Ainsi, le volume des muqueuses diminue, la respiration redevient plus facile. Et pour reproduire l'effet de l'eau de mer, vous pouvez en fabriquer vous-même. Explication. Vous pouvez très facilement diluer du gros sel dans de l'eau bouillie et après injecter cette eau bouillie à l'intérieur de votre nez pour faire un lavage que vous pouvez trouver directement chez vous à la cuisine. Une cuillère à soupe de sel pour un verre d'eau et votre potion est prête. Lorsque le mal de gorge survient, le réflexe de la plupart d'entre nous est de boire chaud. Est-ce une bonne idée? Une inflammation, ça veut dire que la gorge est rouge, elle fait mal, et donc il vaut mieux gargariser avec de l'eau glacée. Comme quelqu'un qui reçoit un coup de poing sur la tête, met une vessie ou une poche de glace pour éviter que ça gonfle. Mais alors, que faire pour soulager la douleur? Les gargarismes à l'eau glacée auxquels on mélange une cuillère de bicarbonate de soude, c'est parfait parce que ça désinfecte et ça empêche que l'inflammation ne devienne plus importante. Et l'on peut même compléter le traitement avec un aliment aux propriétés extraordinaires. Il existe un sirop que l'on trouve naturellement dans la nature depuis l'Antiquité qui s'appelle le miel. Le miel, c'est un adoucissant de la muqueuse au moment où elle commence à s'irriter ou elle commence à tousser. Riche en vitamines et en oligo-éléments, ce sucre entièrement naturel contient même un antiviral. Il accélère la cicatrisation des tissus, calme les irritations et les brûlures. Certaines plantes ont aussi la capacité de combattre les virus. C'est ce que nous explique Olivier Escudé, biologiste au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous avez dans le thym des molécules qui vont être des molécules dites antivirales. C'est-à-dire qu'elles vont détruire les virus qui sont responsables de la grippe et de toutes les autres petites maladies qui sont très proches de la grippe, comme le rhume par exemple. Et qu'apporte un simple jus de citron ajouté à l'infusion? Un jus de citron va renforcer l'activité antivirale du thym et en plus amener à l'organisme de la vitamine C. Il existe aussi dans la nature un redoutable chasseur de bactéries qui a notamment fait ses preuves sur la gastro-entérite. La cannelle est aussi un très fort antiviral, mais qui, lui, est beaucoup plus spécialisé et ciblé sur les virus du tube digestif. On fait une infusion de cannelle, on la boit chaude avec un petit peu de miel pour améliorer là aussi le goût, et ça va détruire tous les microbes qui nous provoquent les gastro-entérites et les diarrhées qui sont associées.
L'hiver, que l'on soit malade ou pas, beaucoup d'entre nous se sentent fatigués. Alors comment lutter contre cette perte d'énergie ? La sauge officinale est un tonifiant général de l'organisme qui nous permettra de vaincre la fatigue de fin d'hiver, non pas en excitant l'organisme comme pourrait faire le café, mais en travaillant sur le long terme, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors le problème, c'est que c'est une plante amère. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à mettre du miel dedans ou un petit peu de sucre pour améliorer le goût. Vous savez maintenant que nos ancêtres, malgré leur connaissance sommaire des maladies, savaient déjà comment soigner certaines par les plantes. Aujourd'hui, on trouve partout des concentrés de ces plantes médicinales, les huiles essentielles. Nous avons profité du mal de gorge de McLesguy pour tester leur efficacité dans un laboratoire d'analyse. Bonjour docteur. Bonjour. Alors dites-moi, j'ai la gorge irritée, j'ai les poumons encombrés. Ma grand-mère me disait toujours, rien de tel qu'une bonne inhalation ou un thé avec des huiles essentielles. Mais c'est des remèdes de grand-mère, c'est ce qu'on appelle des placebos. Je vais vous montrer quelque chose, Marc. Voyons. Les huiles essentielles sont-elles efficaces contre les bactéries ? Notre biologiste a mis en culture dans cette boîte de pétri des bactéries prélevées la veille dans la gorge de Mac. Si je comprends bien, ça c'est une boîte de pétri vide, sans bactéries, elle est transparente. Absolument. Là, on a mis une bactérie en culture, c'est pour ça que ça fait cette pellicule translucide. Auparavant, on a placé dans la boîte de pétri des petits buvards imbibés de différentes huiles essentielles. On a laissé les bactéries se développer à 37 degrés pendant 24 heures. Dans ces 6 petits buvards, j'ai 6 huiles essentielles différentes. Totalement différentes. On voit que ici ou là, il n'y a eu aucun impact sur la croissance des bactéries. Oui. Par contre, à chaque fois qu'on a un cercle ici où les bactéries ne se sont pas développées, ça veut dire que ces huiles essentielles ont eu une action. Contre la bactérie de Mac, on constate que le thym et le menthol sont les 2 huiles essentielles qui se sont montrées les plus efficaces. Ces 2 huiles-là sont des huiles qui sont actives sur votre bactérie que j'ai retrouvée dans votre prélèvement à vous. Ça, c'est vraiment la preuve scientifique indubitable que de simples extraits végétaux, sans aucun antibiotique, ont une action très nette contre les bactéries. Voilà la preuve. On a même de temps en temps des hôpitaux qui nous envoient pour des patients qui ont des bronchopneumatiques très chroniques, pour lesquels on ne veut pas donner d'antibiotiques en permanence parce que ça va créer des résistances. Ben là, c'est une aide en parallèle avec nos antibiotiques. Une fois cette analyse, l'aromatogramme réalisé, on peut affirmer que les huiles essentielles sont d'excellents remèdes partout où elles peuvent accéder aux bactéries, comme lors d'infections des muqueuses du nez ou de la gorge. Elles peuvent même, dans certains cas précis, éviter la prise d'antibiotiques, qui, eux, sont irremplaçables pour lutter contre certaines infections plus invasives à l'intérieur du corps. Alors, quelles sont les huiles essentielles à toujours avoir dans son placard ? Les huiles essentielles de thym, souvent, du citron, du menthol, de l'eucalyptus, sont souvent les plus actives. Vous savez maintenant pourquoi les plantes restent encore aujourd'hui nos alliés contre les maladies de l'hiver. Donc quand ma grand-mère disait la première chose à faire quand tu es malade, tu as mal à la gorge, c'est de prendre un bon thé avec du miel de thym, elle avait raison. C'était la sagesse. Bon, bah, je vois ce qu'il me reste à faire. Merci beaucoup, docteur. Merci, Mac. Au revoir.